Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça y est, ils y sont, là-haut, les 3 d'Apollo 14, depuis 5 heures, environ 4h30 plus précisément. Apollo 14 tourne donc autour de la Lune en se rapprochant peu à peu. C'est vraiment un endroit sauvage par ici, a dit Shepard, et Rouza a ajouté, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça a vraiment l'air d'être la Lune. En somme, vous le voyez, on n'a pas tellement préparé les paroles historiques. Donc, François de Closet, la NASA a donné le feu vert à l'unissage, et le plus important commence maintenant avec une nouvelle procédure de descente. Oui, pour comprendre la nouveauté de ce système, je vais vous demander de regarder un film qui va un peu vous déconcerter tout d'abord. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la procédure de descente synthétisée par un ordinateur en film d'après les informations sur le lieu d'atterrissage qu'on lui a donné. Et il s'agit de montrer exactement aux astronautes comment ils doivent voir à chaque instant de la descente les différents points de repère, c'est-à-dire les différents cratères qui entourent la cible que vous voyez ici. Et les astronautes ont vu ce film pendant des dizaines et des centaines de fois pour se mettre dans l'œil ces points de repère, pour bien apprécier les distances, parce qu'évidemment au cours d'une descente sur la Lune, l'œil humain peut être un peu trompé, et le jugement de l'astronaute pris à défaut, il évalue mal les distances. Eh bien, ces ronds représentent des cratères réels qui entourent le site Framoro, le cratère du Cône, les cratères doublés, cratères triplés, etc. Donc, ils vont avoir exactement cela dans l'œil. Alors, pourquoi faire une nouvelle procédure de descente? Eh bien, ils vont faire une nouvelle procédure de descente en ceci que l'on peut voir tout de suite sur ce schéma. Ce matin, ils sont arrivés ici et à 8 heures, sur la face cachée de la Lune, vous voyez ici la Terre, ils ont freiné, ils se sont placés alors sur une orbite haute. Et puis, tout à l'heure, il y a à peu près 3/4 d'heure, ils ont changé d'orbite. Ils ont donné un nouveau coup de frein et ils se sont placés sur une orbite très basse, puisque vous voyez qu'à son point le plus bas, elle n'est qu'à 16 km au-dessus du site d'atterrissage. Traditionnellement, ça ne se passait pas comme ça. Traditionnellement, les deux engins se séparaient et c'était seulement le LEM qui prenait cette orbite de descente. Alors pourquoi cette nouvelle procédure? Alors pourquoi cette nouvelle procédure que nous pouvons voir d'ailleurs également sur la maquette qui nous a permis de suivre tout ce voyage, vous voyez cette orbite rasante qu'ils adoptent maintenant? Eh bien tout simplement parce que la NASA a besoin de réussir un atterrissage ultra précis et très économique. Jusqu'à présent, les atterrissages ont été assez précis, mais sont traduits par de grosses dépenses de carburant. Lorsque le LEM était sur la Lune, il restait à peu près 200 kg de carburant. Bien, là, on voudrait qu'ils puissent se poser en conservant 700 kg de carburant dans leur réservoir. Et s'ils réussissent ça, eh bien la prochaine fois sur Apollo 15, on leur donnera moins de carburant au départ, et les 200 ou 300 kg que l'on va gagner ainsi, on s'en servira pour transporter une chip. Voyez l'intérêt capital, non pas seulement de se placer, mais de se placer dans des conditions économiques, afin que l'on puisse faire la suite scientifique du programme Apollo. Cette diminution de carburant, ce n'est pas une atteinte à la sécurité? Je veux dire, est-ce que ça ne réduit pas la marge de sécurité? Précisément, si l'on montre que la procédure automatique que l'on va expérimenter sur Apollo 14 permet de se poser avec 700 kilos en trop, eh bien on pourra en toute sécurité diminuer. Si au contraire, ils arrivent sur la Lune avec très peu de carburant dans leur réservoir, on ne pourra pas, sans compromettre la sécurité, diminuer le carburant et par conséquent on ne pourra pas faire la suite scientifique du programme. Voilà pourquoi c'est capital cette nouvelle procédure. Alors prochain rendez-vous avec Apollo 14 dans Télésoir. Je vous signale tout de suite l'horaire de nos retransmissions demain vendredi, la marche sur la Lune à partir de 14h50 et puis plus d'autres directs tout au long de la journée entre les programmes jusqu'à 20h. Maintenant, la politique, 3 choses surtout, le voyage du président, le pétrole toujours et bien sûr les conflits sociaux. Mauritanie, hier, l'accueil sous la tente un méchoui monstre cette nuit avec les danseuses maures et les agneaux farcis de couscous. Européens en smoking et Mauritaniens en costume traditionnel ont mangé avec les doigts bien sûr. Le tout sur fond de désert. Aujourd'hui, les affaires sérieuses, 2 entretiens en tête-à-tête entre le président Pompidou et le président Ould Daddah. Ce soir, Philippe Gildas vous présentera dans Télésoir les premières images de ce voyage africain. Le pétrole maintenant, eh bien finalement, c'est dans la coulisse que va se poursuivre à Téhéran la négociation sur le pétrole. Hier, le Shah d'Iran a laissé la porte ouverte à un compromis, Michel Tardieu.
Oui, vous savez, Paul Lefebvre, dans les contes persans, les personnages passent sans transition de la plus folle agitation à la grande sérénité, et les piments ne sont jamais loin des loukoums. Et bien, dans la négociation pétrolière, c'est un peu la même chose. Hier, c'était la rupture, tout était cassé, on parlait déjà de pénurie et d'automobilistes en panne. Aujourd'hui, ça va nettement mieux, et le Shah d'Iran a pris les choses en main en s'appliquant à la fois à passer pour un défenseur très vigilant des intérêts des pays producteurs et pour un interlocuteur raisonnable pour les compagnies pétrolières. Finalement, on sait aujourd'hui que la seule menace qui pèse est celle d'une hausse des prix. C'est donc une certaine détente et les compagnies pétrolières, dont certaines en tout cas, ont vu leurs cours remonter en bourse. Mais les compagnies ne sont pas rassurées pour autant parce qu'elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées. En effet, le modèle que veut suivre le Shah d'Iran, c'est le Venezuela. Un pays qui est à la fois le maître de sa fiscalité sur le pétrole, ce qui n'est pas extraordinaire, mais aussi le maître des prix affichés, c'est-à-dire des prix sur lesquels cette fiscalité est calculée. Et ces prix affichés n'ont pas toujours quelque chose à voir avec les prix réels. Autrement dit, il est très difficile d'y voir clair et les compagnies sont inquiètes. Aussi, quand le Shah dit que ses prétentions ne représentent que 8% de la marge des compagnies pétrolières, les compagnies pétrolières contestent bien sûr ce chiffre et avancent leurs propres calculs. Donc tout ça n'est pas très simple, ni très clair, et les affaires d'or noir, vous le savez, Paul Lefebvre, sont toujours un petit peu obscures. Et Michel Tardieu, tout cela débouche à plus ou moins long terme sur une augmentation du prix de l'essence ou des produits pétroliers que l'on utilise quotidiennement. C'est certain, la hausse paraît maintenant inévitable et elle sera certainement plus lourde de conséquences en ce qui concerne le fuel parce que ces conséquences seront directes sur tous les coûts industriels, sur tous les coûts de production et sur tous les prix, que sur l'essence aux automobilistes où il y a une fiscalité déjà très importante et donc un matelas de manœuvre si on ne voulait pas répercuter complètement la hausse. Et on peut dire quand? Alors, pour l'instant, rien n'est terminé puisque le Shah a pris la précaution d'entrouvrir à nouveau la porte qui avait été fermée la veille et de dire qu'il fallait que les compagnies lui fassent de nouvelles propositions et qu'on pouvait toujours causer. Donc, pour l'instant, on est dans l'attente la plus complète, en tout cas en ce qui concerne les consommateurs. Merci Michel Tardieu, rendez-vous pour les autres cours de la bourse tout à l'heure. À part cela, 3 dossiers à feuilleter rapidement. Le Cambodge, 9 mois après l'intervention américaine d'avril dernier, vous en souvenez, une nouvelle opération de grande envergure est déclenchée. 10 000 soldats sud-vietnamiens au moins, appuyés par l'aviation américaine, attaquent dans les régions appelées le Bec de Canard et l'Hameçon. Leur objectif est d'anéantir des bases Viet Cong et nord-vietnamiennes qui ont été reconstituées. Proche-Orient, le gouvernement égyptien aurait accepté dans la soirée d'hier de prolonger de 30 jours le cessez-le-feu. De leur côté, les Israéliens ont fait savoir qu'ils ne tireraient pas les premiers. C'est donc un nouveau répit pour l'ambassadeur Jaring qui tente toujours de trouver une possibilité de négociation. Enfin, l'Irlande du Nord, de nouvelles émeutes hier soir à Belfast, très violentes. Les soldats anglais ont été obligés de tirer contre les groupes de manifestants qui étaient également armés. Ainsi, il y a eu 6 blessés et une quarantaine d'arrestations. En France maintenant, les conflits sociaux. D'abord à Folquemont, au Hyères de Lorraine, 500 mineurs ont saccagé les bureaux de la direction. Une enquête de François Davy. Le conflit qui oppose les mineurs de charbon de Lorraine à la direction des charbonnages s'est manifesté ce matin sur 2 fronts. À Folquemont, dont le puits doit être fermé, occupation du carreau et du fond. Il s'agit là d'une opération ponctuelle qui reflète l'inquiétude des 1500 mineurs qui seront licenciés dans le courant des 3 prochaines années. À Merlebach, siège de la direction générale des HBL, le conflit a pris un tour plus violent. Le bâtiment où se trouve la direction est occupé, mais on dément que les grévistes aient saccagé des bureaux, en particulier celui du directeur. Seule une porte de verre a été brisée. Le cartel syndical CGT, CFDT, CFTC et FO appelle les 13 000 mineurs du bassin à une grève générale à partir de demain matin et à se préparer à toute action qui serait décidée par le cartel. La situation reste donc tendue et le conflit risque de s'étendre à l'ensemble du bassin lorrain. La grève générale des PTT, déclenchée à l'appel des syndicats CGT, CFDT et FO, a commencé ce matin à 0 heure sur l'ensemble du territoire. Elle se poursuivra jusqu'à samedi. 3 jours pendant lesquels il n'y aura pas ou très peu de courriers, pas de communication manuelle, pas de chèques postaux. Ce mouvement de grève touche l'ensemble des 300 000 agents titulaires et 30 000 auxiliaires des PTT. Cependant, les urgences seront assurées, acheminement des colis de médicaments, communication manuelle pour médecins, télégrammes. En Lozère, où des chutes de neige importantes ont paralysé le département, l'ordre de grève a été annulé. Reprise donc du travail lundi, mais des retards, notamment pour le courrier, sont à prévoir jusqu'à jeudi prochain.
Dans le dossier social, on peut encore noter la 4e semaine de grève qui commence aux usines Batignolles de Nantes. Cet après-midi, manifestation de grévistes dans le centre de la ville. Et puis, dans la région parisienne, les 120 ouvriers de l'usine Penaroya à Saint-Denis occupent leurs ateliers depuis 15 jours et depuis un mois, les 350 ouvriers de la société Le Rapido à Gennevilliers sont en grève. J'ai retenu encore 3 faits. Madame Alain Gesmar et 6 autres femmes se sont enchaînées à la rampe d'un escalier de la gare Saint-Lazare à Paris hier soir. Elles réclament le régime politique pour leur mari en prison. Une institutrice de 33 ans, Madame Claude Roy, porte plainte, professeure dans un cours privé à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Elle a été démissionnée parce qu'elle s'était remariée après avoir divorcé. En somme, une nouvelle affaire comme celle de Quimperlé. Enfin, dans le Gers, une enquête est ouverte. Une fillette de 6 ans est morte d'hémorragie après avoir été opérée des amygdales. Les parents reprochent aux médecins de ne pas avoir voulu se déplacer. Enfin, première conférence de presse de M. Robert Poujade, le nouveau ministre de l'Environnement. La production de la nature, a dit le ministre à Daniel Brême, ne doit pas se faire contre l'industrialisation. D'abord, je serai dans l'obligation de continuer les actions déjà entreprises en ce qui concerne en particulier l'eau. Dans le domaine des agences de bassin, vous savez que nous avons été amenés à faire des opérations rivières claires. Je souhaiterais poursuivre celles qui sont en cours et engager de nouvelles actions dans ce domaine. Peut-être serons-nous amenés à présenter un projet de loi cadre contre le bruit. Je crois que ce serait particulièrement nécessaire. Je souhaiterais également faire quelques opérations d'ouverture de la forêt au public, ce qui suppose des acquisitions de forêt dans certains cas. Je souhaiterais également équiper des parcs nationaux dont certains manquent encore, il faut bien le dire, de moyens. Voilà quelques exemples, je pourrais vous en donner évidemment beaucoup d'autres. En ce qui concerne les nuisances des voitures. Vous savez, les nuisances des voitures, je ne vais pas résoudre ça du jour au lendemain, et si j'allais raconter cela, personne de sérieux ne me prendrait au sérieux. Les Américains, qui ont des moyens technologiques et financiers énormes, prétendent que dans 5 ans, peut-être plus, ils trouveront la voiture sans nuisance. Ça ne me paraît pas absolument certain. Nous essaierons, quant à nous, de faciliter ou d'accélérer certaines recherches. C'est important. Je n'éliminerai pas du jour au lendemain le bruit autour du ministère de l'Environnement, place de la Concorde. Vous vous en doutez. Sport maintenant, au sommaire, Jean-Michel Lelio, le ski à Murennes en Suisse, c'est le jour des dames. En basket, Antibes disparaît de la Coupe d'Europe, mais il reste Clermont. Et enfin, le championnat d'Europe de patinage artistique à Zurich. Oui, effectivement, vous venez de donner les grands titres de cette journée sportive. En ce qui concerne le ski, tout d'abord, nous ne verrons pas les épreuves de Murennes parce que, il faut vous le préciser, la télévision suisse-italienne n'a pas pu réaliser de direct sur ce slalom dame qui compte pour la Coupe du Monde. En tout cas, il est bon de savoir que vous aurez les résultats évidemment ce soir à 20h et un film, et que Michel Jacot est en tête actuellement de la Coupe du Monde avec 132 points. Elle est menacée par Anne-Marie Prolet et Wiltrud Drexel, alors qu'en 4e position arrive Françoise Maki et Britt Laforgue en 5e position. Françoise Maki a un avantage aujourd'hui. Elle part en première série parce qu'Annie Famos est allée faire un petit tour à Sapporo, là-bas au Japon, pour repérer peut-être le lieu des prochains Jeux Olympiques. 6 Jeux Olympiques de ski il y a. Et Françoise Maki part donc l'une des grandes favorites de ce slalom spécial de Murennes. C'est le Kandahar, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. Le Kandahar, vous vous demandez peut-être d'où cette épreuve de ski tient son nom. Tout simplement, dit Michel Clar, d'une bataille militaire gagnée par les Britanniques en Afghanistan. Vous voyez où on va trouver les titres des compétitions de ski. En ce qui concerne le basket, l'Inis de Varèse, sans surprise. Vous vous souvenez du match aller, puisque Varèse était venu à Antibes, et Antibes avait dû se battre pour perdre finalement par 11 points d'écart. Hier, Antibes s'est encore bien battu, Cachemire a marqué 23 points, mais l'avance des Italiens est prépondérante, 35 points, 30 points exactement, ce qui fait 41 points au total, donc Antibes est éliminé. Une petite chance pour Clermont, 72-72, c'était le résultat du match aller à Prague contre les Tchèques. Elle rencontre ce soir avec 2 atouts les Pragoises, les Tchèques, dans leur salle, et ce match nul de l'aller doit leur permettre peut-être de triompher et de se qualifier. Ce sera la première fois dans l'histoire du basket féminin français en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
En ce qui concerne Éric Tabarly, de bonnes nouvelles, espérons qu'elles sont vraies. Après 15 jours de mer, les bateaux sont à 1800 km de Rio, il s'agit de la course Le Cap Rio, et Tabarly serait en deuxième position, à 100 km d'Ocean Spirit. Les liaisons sont difficiles. Très difficiles, ce sont là des repères effectués par la marine brésilienne. En 5e et 6e position arrivent aussi 2 bateaux français, le RAF d'Alain Glixman et le Striana de Guy Piazzini. Donc 3 bateaux français dans les 6 premiers. Eh bien c'est un beau résultat, espérons qu'ils seront confirmés à l'arrivée d'ici quelques jours, en plein milieu du carnaval de Rio, à Rio de Janeiro, à l'entrée de la baie. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment, le premier titre de champion d'Europe décerné hier soir, c'était à Zurich. 5000 personnes ont acclamé l'école soviétique, car les soviétiques prennent les 3 premières places, et vous allez voir que c'est rare. Léon Zitrone en a eu le souffle coupé. Axel des deux côtés, à gauche puis à droite. De nouveau à gauche. Mais leur avance à l'issue des premières figures et cette démonstration, ensuite, au cours des 5 minutes qui leur sont allouées, eh bien, cela n'a pas empêché Rodnina et Ulanov de triompher. Lui a 21 ans, elle 23 ans. Vraiment des figures très jolies. Enfin, avant de feuilleter l'hebdomidi, regardez cette photo qui prouve que si le prince Charles d'Angleterre a un mauvais tailleur, il a par contre le sens de l'humour et de la répartie. Le prince Charles, vous vous en souvenez, avait été accusé par la presse britannique d'être mal habillé, de flotter dans ses pantalons en particulier. Hier soir, il est allé dîner avec l'association des tailleurs britanniques, avec cette vieille veste de tweed sur son smoking. Maintenant, les railleurs sont de son côté. Hebdomidi jeune que vous présente maintenant Jean-Michel Desjeunes.